Le gigantesque berger allemand se tenait comme une statue au beau milieu de l'autoroute déserte, sa silhouette se découpant nettement dans la lumière des phares qui approchaient. Entre ses mâchoires, enveloppé dans une couverture couverte de suie, il y avait un minuscule nourrisson humain. Du sang coagulé s'accrochait au pelage du chien, et des marques de brûlure parsemaient son poil autrefois fier. Mais sa posture restait inébranlable alors que la voiture fonçait droit sur eux. Sarah Collins pila sur les freins, les pneus hurlant contre l'asphalte. Son cœur cognait à tout rompre alors que la voiture s'immobilisait à quelques mètres, à peine de l'animal. « Seigneur, qu'est-ce que... » Un chien tenant un bébé dans sa gueule en plein milieu de cette route isolée, à minuit passé. Les yeux du chien, intelligent, désespéré, suppliant, croisèrent les siens à travers le pare-brise. Il ne s'enfuit pas, ne grogna pas. Il attendait, comme s'il avait su depuis le début que quelqu'un finirait par s'arrêter. Laissez un pouce bleu et partagez vos impressions dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Max n'avait pas toujours été un chien errant. 4 ans plus tôt, il était encore la fierté de l'équipe de recherche et sauvetage du comté de Mountain, avec 20 missions réussies à son actif. Son maître, l'officier Jenkins, l'appelait « le chien au 6e sens, celui qui sauve ». C'était avant l'incident de l'avalanche, quand Max avait conduit les secours dans la mauvaise direction. Une famille de 3 personnes n'avait pas survécu. Personne ne le tenait pour responsable. Les animaux peuvent se tromper dans la confusion du terrain. Mais la mauvaise presse l'avait rendu inutilisable. Un soir, quelqu'un avait laissé la porte de son chenil ouverte. Un geste de compassion ou un moyen de se débarrasser de lui. Toujours est-il que Max s'était enfui pendant des mois, avant que Rick Hayes ne le trouve en train de fouiller les poubelles derrière l'épicerie Quick Stop. « Linda, je t'ai trouvé un cadeau d'anniversaire » avait braillé Rick ce soir-là, en titubant dans l'entrée de leur mobile home délabré, empestant le whisky bas de gamme. À l'époque, le berger allemand était squelettique, le poil en bataille. Il se terrait derrière les jambes de Rick. Linda Hayes avait levé les yeux de sa cigarette, ses cheveux blonds ternes encadrant un visage autrefois joli, désormais durci par la déception. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un bâtard ?» avait-elle rétorqué. Et pourtant, le chien était resté. Une âme négligée de plus dans la famille Hayes, où le salaire de la construction de Rick finissait systématiquement dans les rayons d'alcool, tandis que les pourboires de serveuse de Linda ne couvraient même pas les factures. Le chien devint un témoin silencieux de bouteilles brisées, d'insultes hurlées et de portes claquées si fort qu'elles faisaient vibrer les fenêtres des caravanes voisines. Sarah Collins, elle, était tout le contraire du couple Hayes. 32 ans, disciplinée, empreinte d'une dignité sereine qui ne pouvait venir que de l'épreuve, elle avait survécu à ce qui aurait dû la briser. 3 ans plus tôt, elle menait une vie bien différente. Mariée à David, mère de Lily, institutrice en CE1, avec une maison en banlieue, puis était survenue le soir de pluie, le chauffard ivre, et les funérailles avec 2 cercueils, dont un tellement petit qu'il déchirait l'âme. Aujourd'hui, elle vivait seule dans un appartement surplombant le lac de Ridgeview, donnant cours dans une autre école où personne ne connaissait son passé. Chaque semaine, elle prenait la route pour visiter la ferme de ses parents. Jamais elle ne prenait l'autoroute de nuit, sauf ce soir où la maladie soudaine de son père l'avait contrainte à rouler tard. Le même soir où Max décida qu'il ne pouvait plus attendre qu'on vienne le sauver, lui et la petite Emma. Max était né dans une lignée prestigieuse de bergers allemands de travail formés à la Northland Canneuf Academy. Dès qu'il avait ouvert les yeux, il était promis à un destin hors du commun. Contrairement à ses frères et sœurs de portée, qui se déconcentraient parfois pour jouer, Max abordait chaque exercice avec un sérieux implacable. À 6 mois, il arrivait déjà à suivre des pistes olfactives que des chiens adultes échouaient à retrouver. Pour son premier anniversaire, le directeur de l'académie l'avait lui-même sélectionné pour un entraînement spécifique de recherche et sauvetage. « Ce chien a quelque chose de spécial », répétait le dresseur Wilson aux visiteurs. « Ce n'est pas juste son flair ou sa force, il sent la gravité de la situation. » Max avait excellé sous la houlette de l'officier Jenkins. Un grand homme taciturne aux cheveux poivre et sel, qui ne haussait jamais la voix. Il n'en avait pas besoin. Un simple geste de la main, un léger sifflement et Max exécutait les manœuvres les plus complexes à la perfection. Ensemble, ils étaient devenus la fine fleur de l'équipe, déployés sur les cas les plus ardus. Randonneurs perdus en pleine forêt, enfants égarés en camping, personnes âgées atteintes de démence évaporées de centres spécialisés.
Leur réputation grandissait après chaque sauvetage. La photo de Max était parue 5 fois dans le journal local la première année et un cadre à son effigie, arborant son gilet de sauvetage officiel, trônait dans le bureau du shérif. Des enfants lui écrivaient des lettres que Jenkins lui lisait pendant leur séance d'entraînement du soir. 23 vies, Max, murmurait Jenkins au retour d'une mission réussie. 23 personnes qui rentrent chez elles grâce à toi. Mais vint l'affaire de la famille Sullivan. Une avalanche sans crier gare, ensevelissant un père et ses 2 enfants lors d'une sortie en ski de randonnée. Conditions épouvantables. Vent hurlant, température glaciale, 2e tempête à l'horizon. Chaque seconde était précieuse. Max avait d'abord suivi une piste solide, emmenant les secours vers l'est, sur une crête. Puis, subitement, il avait bifurqué vers l'ouest, tirant Jenkins vers un autre pan de la montagne. L'équipe faisait confiance aux chiens et l'avait suivi. Des heures de fouilles effrénées n'avaient rien donné. Quand ils étaient revenus à l'endroit initial, accompagnés par une seconde équipe de sauvetage, il était trop tard. La famille avait succombé sous la neige, asphyxiée. Officiellement, personne ne blâma Max. Le rapport mentionnait les effets imprévisibles de la météo sur la dispersion des odeurs. Pourtant, les rumeurs circulaient. On subtilisa du matériel dans le casier de Max. Jenkins fut relégué à la patrouille, tandis que Max n'eut plus droit qu'aux démonstrations publiques et relations presse, un gaspillage de son talent. 3 mois plus tard, Jenkins trouva le box de Max vide, le loquet grand ouvert. Le rapport signala une fugue. Mais Jenkins, lui, savait qu'on avait laissé la porte ouverte intentionnellement. Quelqu'un avait estimé que la carrière de Max était finie. Jenkins l'avait cherché pendant des semaines avant de se résoudre à l'inacceptable. On avait rejeté Max, ce chien exceptionnel qui avait pourtant servi la communauté avec tant d'ardeur. Comment Max s'était-il retrouvé chez Rick et Linda Hayes dans leur foyer toxique? Le premier mois, en tant que chien errant, Max l'avait passé à chasser de petits animaux dans la forêt voisine. Il était ingénieux grâce à son entraînement, mais il ignorait tout de la vraie vie sauvage. L'hiver approchait, la nourriture se raréfiait. Affamé, il s'était rapproché de la ville, attiré par les odeurs de nourriture. Par orgueil, il ne s'était pas mis à mendier. Il rôdait la nuit, près des poubelles des magasins. Au début, certains habitants crurent à un loup errant. Puis on reconnut la silhouette d'un berger allemand. Les services de la fourrière posèrent des pièges que Max déjoua. Bientôt, ses côtes devinrent visibles, son allure fière se mua en démarche fatiguée d'une cachette à l'autre. C'est derrière le quick-stop que Rick Hayes le repéra en train de fouiller des restes de hamburgers. Rick venait de toucher son chèque dont la moitié était déjà partie en whisky. Il avait oublié leur anniversaire de mariage jusqu'à ce que la caissière lui fasse une remarque. Il lui fallait un cadeau, n'importe quoi, pour éviter que Linda ne l'enguirlande encore toute la nuit. « Et mon grand ?» avait-il baragouiné en s'approchant d'un pas chancelant. D'ordinaire, Max se serait enfui, mais l'épuisement et la faim l'avaient rendu moins méfiant. Rick lui tendit un bâtonnet de beef jerky à moitié grignoté, que Max accepta. Puis il lui ouvrit la portière passager de son pick-up. Le chien hésita un instant, mais grimpa finalement. La caravane des Hayes était située tout au fond du parc Pinewood Mobile Home, avec un revêtement vinyle qui se décollait, et une bâche bleue couvrant une partie du toit. À l'intérieur, Linda Hayes buvait depuis midi. Exaspérée de passer un nouvel anniversaire dans cette caravane soi-disant provisoire, devenue leur foyer depuis 7 ans. « Regarde ce que j'ai ramené !» avait fanfaronné Rick, balançant la porte d'entrée pour faire entrer le chien sale et décharné. « T'es sérieux ? On n'a même pas de quoi se nourrir nous-mêmes. » La dispute qui s'ensuivit était un grand classique chez les Hayes. Cris, insultes, objets lancés. Finalement, Rick était reparti picoler jusqu'à la fermeture du Rustinel. Linda, furieuse, avait lancé une tranche de mortadelle au chien. « Fais pas trop le fier, toi. Demain, tu dégages. » Mais le lendemain, Rick voulut garder le chien. Il a l'air costaud, on peut peut-être le revendre ou le dresser, qui sait. Max, lui, avait appris à s'adapter. Nourriture irrégulière, parfois des restes, parfois rien, pendant plus d'une journée, gamelles d'eau fêlée qu'on oubliait de remplir, coups de pied et bouteilles jetés quand Rick était trop ivre. Quand Linda sombrait dans ses pensées noires, Max se couchait à ses pieds, dans l'espoir d'une caresse distraite. Les voisins se plaignaient de ses aboiements, alors il apprit à se taire, même quand il avait faim ou mal. Il s'appropria la petite cour, clôturée par un grillage, devenu son territoire, et dormait sur une vieille couverture usée dans un coin de la cuisine,
à l'affût du moindre bruit de verre brisé ou de hurlement. Les enfants du quartier l'avaient surnommé le chien fantôme, tant il était silencieux derrière son grillage. Leurs parents leur disaient de ne jamais s'approcher de cette caravane, puis Linda tomba enceinte, déclenchant un mince espoir de changement. C'était une grossesse non désirée, découverte à 4 mois. Linda croyait que l'absence de règles venait du stress, et que ses kilos en trop venaient de la dépression. Le médecin de la clinique gratuite l'avait averti sans détour. Vous allez avoir un bébé dans 5 mois et vous devez arrêter de boire tout de suite. Ce soir-là, Linda s'était assise sur le perron, enchaînant les cigarettes et les sanglots. Max s'était aventuré près d'elle, posant sa tête sur ses genoux. Pour une fois, elle ne l'avait pas repoussé. « Qu'est-ce que je vais faire d'un bébé, hein, chien ?» avait-elle murmuré, gratouillant machinalement l'arrière de ses oreilles. « Déjà que je galère toute seule. » Pourtant, cette grossesse bouleversa brièvement l'ambiance à la maison. Pendant 2 semaines, Rick cessa l'alcool. Il répara le toit qui fuyait, remplaça une marche branlante et acheta même de la peinture pour la future chambre du bébé. « Ça va changer maintenant », assurait-il, en posant une main sur le ventre de Linda. « Je te jure, c'est notre nouveau départ. » Linda voulut y croire. Elle jeta les bouteilles de vodka qu'elle avait planquées et commença les vitamines pour femmes enceintes. Elle acheta même un livre d'occasion sur la grossesse qu'elle lisait le soir à la lampe de poche. Max sentait ce tournant. On le nourrissait un peu mieux, on criait moins souvent. Parfois, le soir, tous les 3 regardaient la télé sur le canapé. Presque comme une famille normale, Rick finit par lui retirer son collier pour y déchiffrer son nom. Max, bon sang, tu devais être un chien flic, ou un truc du genre, vu comment tu te tiens tout droit. Pour Max, c'était la première fois qu'il se sentait utile depuis longtemps. Sa formation lui avait appris à servir et protéger, et peut-être trouvait-il ici une deuxième raison de vivre. Linda aménagea la chambre du bébé avec des trouvailles glanées dans des vides-greniers. Un berceau auquel il manquait un barreau, un mobile en plastique, une table à langer écaillée. Elle parlait à son ventre, évoquant l'avenir, les promenades au parc, les spectacles scolaires. Son visage se radoucissait parfois, comme rajeuni de quelques années. Max prenait l'habitude de dormir devant la porte de la chambre, tel un gardien. Linda lui adressait même un sourire occasionnel. « Tu vas être un gentil chien pour le bébé, hein ?» Et Max remuait la queue en signe d'approbation. Le voisinage remarqua le changement. Le pick-up de Rick stationnait plus souvent dans l'allée que devant le Rusty Nail. Linda se mettait à saluer vaguement les gens quand elle allait chercher le courrier. Un membre de l'église locale laissa un panier de vêtements pour nouveau-nés sur leur perron. Pendant un bref et fugitif instant, on aurait dit que ce bébé à venir avait apporté un peu de magie dans ce coin misérable de Pinewood. Mais ces miracles ne tiennent jamais longtemps. 2 semaines avant la date prévue, Rick perdit son boulot. Il prétendit des compressions, mais Linda devina plutôt que le chef de chantier avait eu sa dose de ses absences et retards. Ce soir-là, l'odeur habituelle du whisky refit surface, accompagnée de bris de verre, de cris et de larmes. Max reprit son poste devant la chambre, oreilles dressées, comme s'il pressentait qu'il allait devoir endosser sa vraie mission. 3 heures du matin, Linda perdit les os. Sous le coup de la panique, Rick était étrangement sobre, même si ses mains tremblaient de peur plus que de manque. Max, lui, guettait les feux arrière du pick-up qui disparaissait dans la nuit en se demandant, peut-être, c'est donc ainsi que commence une famille ? 14 heures plus tard, Emma Hayes vit le jour, à peine 2,9 kilos de détermination. Les infirmières du County General échangèrent des regards éloquents en découvrant les bras constellés de piqûres chez Linda et en humant la laine avinée de Rick chaque fois qu'il prétendait prendre l'air. Mais quand on posa le bébé contre Linda, quelque chose se produisit. Ses traits durs se transformèrent sous l'effet d'une tendresse nouvelle. « Elle est parfaite », avait-elle murmuré en caressant la joue minuscule. « Regarde, Rick, elle est tellement belle. » Et pour un bref instant, Rick sembla touché. « On dirait ton portrait ?» dit-il avec émotion. Elle a ton petit nez. Quand on rentra à la caravane 3 jours plus tard, Max attendait devant la fenêtre, affamé d'inquiétude. Il avait refusé la nourriture que la voisine lui avait donnée. Rick posa le siège auto sur le sol. « Du calme, Max. C'est Emma, elle habite là maintenant. » Le chien flaira le bébé, ses couvertures roses, les petites mains minuscules, puis il remua lentement la queue. C'était comme s'il avait intégré une nouvelle mission. Protéger cet enfant coûte que coûte. Le 1er mois suivant la naissance d'Emma marqua un véritable renouveau. Linda évita l'alcool, se leva la nuit pour nourrir son bébé. Rick fit de petits boulots chez les voisins, réparer une clôture, aider à retaper un toit.
L'argent servait enfin à acheter du lait en poudre et des couches. Les disputes se firent plus rares, remplacées par des échanges à voix basse sur les besoins d'Emma. Max observait tout, attentif, presque optimiste. Il devenait un protecteur silencieux, couché auprès du berceau, avertissant Linda d'un simple coup de museau quand Emma se réveillait. Certains venaient rendre visite, une assistante sociale alertée par l'hôpital, des dames de l'église avec des plats cuisinés, et même l'officier Jenkins qui avait entendu dire que son ancien partenaire canin vivait quelque part dans Pinewood. « Je peux pas y croire », avait-il soufflé en voyant Max veiller sur Emma, installée dans son transat. Il était parmi les meilleurs chiens de recherche que j'ai jamais vus. Rick, fier l'espace d'un instant, avait lâché « Eh ouais, t'as vu ça? Un sacré toutou, non ?» Ce soir-là, on avait offert à Max de la viande hachée mêlée de croquettes dans une gamelle toute propre. Linda accrocha un mobile d'oiseau coloré au-dessus du berceau. Elle fredonnait des berceuses, tentant de se rappeler celle de son enfance. Elle prenait ses rendez-vous pédiatriques au sérieux, mettant Emma dans de jolis vêtements, coiffant ses fins cheveux en petites couettes. Pendant 6 semaines, la famille Hayes sembla enfin ressembler à quelque chose de stable. Les voisins commencèrent à les saluer. Rick parlait de décrocher son équivalent du bac et de chercher un poste dans un entrepôt. Linda évoquait de vagues projets d'études pour devenir aide-soignante. Max se détendit légèrement. Peut-être allait-il tenir le coup. Puis la rechute s'amorça, insidieuse, avant d'exploser. D'abord, Rick manqua un jour de boulot pour migraine. Linda découvrit une bouteille vide de whisky sous le perron, mais ne dit rien. Puis vinrent les disputes au sujet de l'argent. Pas assez qui rentre, trop de dépenses béliance pour le bébé. Des cris, un plat cassé, Emma pleurant dans son lit. Max se plaçant devant sa porte, barrière silencieuse. Au bout du 3e mois d'Emma, la spirale infernale avait repris le dessus. Rick perdit son emploi, le frigo ne contenait plus que des bières. Linda tenta de résister à la boisson, mais ses mains tremblaient. Un soir, les pleurs incessants d'Emma eurent raison de son courage. Elle dénicha la bouteille de vodka planquée sous le lavabo. Juste un coup, juste pour tenir le coup. Et ce coup devint une habitude, puis la routine. Rapidement, Emma ne fut plus nourrie régulièrement. Ses couches n'étaient plus changées qu'au dernier moment. Linda rata ses rendez-vous pédiatriques. Max, lui, percevait ce délabrement d'un œil alerte. Il sentait le danger, savait évaluer l'urgence, comme si on l'avait dressé à comprendre, celle-ci est la plus en péril. Il s'adapta. Quand Emma pleurait sans qu'on vienne, il réveillait Linda. Si elle ne réagissait pas, il restait près du bébé, la rassurant de sa présence. Il flairait les couches sales et traînait le sac devant Linda, comme pour dire « Agis ». Quand Emma commença à marcher à 4 pattes, Max la suivit partout, écartant les objets dangereux, les tessons de verre, les mégots abandonnés. « Il est flippant ce chien, toujours à surveiller le bébé », grogna un soir Rick, ivre. « Au moins, lui, il s'occupe d'elle », avait rétorqué Linda, regrettant aussitôt son commentaire. La dispute qui s'ensuivit se solda par un bleu sur la joue de Linda, tandis que Rick partait en trombe avec le pick-up. La première véritable syllabe d'Emma ne fut ni maman, ni papa, mais un gazouillis proche de Max. Elle s'agrippait à son pelage pour se mettre debout et franchit ses premiers pas chancelant en direction de ce chien fidèle. Max était devenu le rempart, le compagnon de jeu, l'amour inconditionnel. Quand Linda oubliait les repas, le chien poussait sa propre gamelle vers la fillette, restant en retrait pour s'assurer qu'elle mange à sa faim. Il lui rapportait son doudou, un lapin en peluche, dès qu'elle commençait à chouiner. Lors des nuits glaciales où le chauffage tombait en panne, Max se blottissait contre Emma dans le berceau, lui offrant sa chaleur pour qu'elle survive jusqu'à l'aube. Voilà comment une routine s'installa. Chaque nuit, Max effectuait une ronde, écartant les mégots mal éteints, les bouteilles au bord de la table. Puis il retournait auprès d'Emma, sautant malgré ses articulations douloureuses dans le lit d'enfant, se couchant près d'elle. L'enfant bavardait alors dans sa langue incompréhensible, tandis que ses petites mains effleuraient les cicatrices de Max, trophée d'anciennes missions. Max écoutait comme s'il recevait un plan d'opération secret. Souvent, la fillette s'endormait la tête posée sur son flanc, son souffle synchronisé au sien. Lors des pires nuits, quand Rick et Linda se disputaient au point de tout casser, Max protégeait physiquement Emma, recouvrant son petit corps de sa carrure. Il n'aboyait jamais. Son instinct lui commandait de rester calme, silencieux, pour ne pas provoquer d'escalade de violence. Il fixait simplement le couple de son regard accusateur, comme s'il leur rappelait qu'il faisait fausse route. Des voisins signalèrent à la situation à plusieurs reprises aux services sociaux,
qui dépêchèrent 3 fois une assistante. Linda, à chaque fois, parvenait à simuler une sobriété temporaire, faisant un grand ménage. Rick emmenait Max faire une balade, pour que personne ne se doute de quoi que ce soit. On lavait Emma, on l'habillait proprement. Elle souriait avec candeur, ayant appris que ça plaisait aux adultes. On voit du mieux, concluait l'assistante sociale, repartant dupe. Max, lui, voyait le désastre grandir. Emma devenait plus intrépide. Linda sombrait plus profondément. Rick explosait plus vite. Quelque chose va craquer, devait ressentir Max en scrutant les lumières de l'autoroute la nuit, se rappelant probablement l'instruction fondamentale « Retrouve ceux qui sont perdus, ramène-les en lieu sûr, peu importe le danger ». Mais ici, il n'y avait ni chef d'équipe, ni allié, juste lui, face à ce foyer en flammes. Il ne savait pas quand le test ultime arriverait, mais il s'y préparait sans mots, simplement parce qu'il aimait Emma plus qu'il ne craignait la mort. Dans la froideur de décembre, la caravane n'était plus qu'un amas misérable. Le frigo contenait seulement quelques sachets de condiments, des bières et 1 litre de lait périmé depuis des semaines. Du linge sale s'accumulait partout. L'évier de la salle de bain était bloqué. Linda utilisait celui de la cuisine, mais rarement pour laver. Le chauffage était hors service. Rick ne touchait plus aucune indemnité et l'argent de Linda disparaissait en alcool. Emma survivait grâce à quelques tickets de nourriture, parfois détournés pour acheter de l'alcool. Max, de nouveau émacié, donnait souvent sa maigre ration de croquettes à Emma. Elle avait 8 mois, tenait à peine assise, mais mangeait avec ses petites mains maladroites. Max attendait qu'elle finisse avant de se contenter des miettes. Ses os étaient de plus en plus saillants, ses muscles atrophiés. Pourtant, son regard restait vif, comme s'il montait la garde. En janvier, la neige accumulée sur la caravane s'infiltrait par les fenêtres mal isolées. Max dormait alors directement sur Emma pour la réchauffer. Il ne dormait que par bribes, toujours sur le qui-vive. Les disputes s'aggravaient. Linda finit par avoir la lèvre fendue. Rick avait pris la voiture en claquant la porte. Ce matin-là, Max se posta devant la porte, grattant de la patte, essayant de les inciter à sortir. Linda, tenant Emma sur la hanche, l'envoya promener. « Laisse-moi tranquille ». Max réessaya plus tard, en vain. Il voulait sans doute les emmener loin d'ici. Mais personne ne comprenait son message. Le 15 février, journée glaciale, Linda partit bosser au Waffle House, laissant Emma au bon soin de Rick, déjà éméché avant midi. Il colla la petite dans sa chaise haute, lui donna quelques céréales, puis se cala devant un match de basket, bière à la main. Max, allongé près de la chaise haute, récupérait les céréales qu'Emma lui lançait tout en guettant le moindre signe de danger. Quand elle se mit à pleurer, inconfortable dans sa couche sale, il dut donner des coups de museau dans la jambe de Rick pour qu'il daigne la changer. « Tu te prends pour un tuteur ou quoi ?» grogna Rick. Sale cabot. Linda rentra en fin d'après-midi, exténuée. Rapidement, elle et Rick se mirent à hurler pour des questions de factures impayées. Emma, excédée, se mit à pleurer, ce qui attisa la colère. Dîner expédié. Quelques pâtes en boîte pour Emma, rien pour Max, des burritos micro-ondés pour Rick et Linda, arrosés d'alcool. Après le coucher d'Emma, ils continuèrent à boire. Un voisin débarqua avec une bouteille de whisky. Rick déversa ses lamentations. Linda se réfugia dans la chambre, bouteille de vodka et roman à l'eau de rose. Vers 23 heures, le voisin s'en alla. Rick somnolait sur le canapé, cigarette aux lèvres, zappant sans but. Max fit sa ronde habituelle, s'assura que tout était à peu près stable, puis rejoignit le berceau d'Emma. Mais une angoisse indéfinissable le tenaillait. Trop calme, trop silencieux. À minuit, Linda dormait déjà, sa bouteille vide sur la table de chevet. Dans le salon, Rick, affalé, laissait sa cigarette se consumer au bord du canapé. Elle tomba sur la moquette synthétique près d'une boîte à pizza vide. Max, qui n'avait jamais le sommeil profond, se dressa aussitôt. Il flaira d'abord la brûlure, plus âcre que la simple fumée de cigarette. L'incendie démarrait. Il fonça dans le salon, aboya férocement, mais Rick ne se réveilla pas. Max mordit à sa jambe, rien n'y fit. La clope avait déjà créé une tache incandescente qui gagnait la boîte en carton. Le chien courut dans la chambre, tira la couverture de Linda, la mordit légèrement à l'épaule. Linda grogna, roula de l'autre côté. La fumée commençait à gagner le couloir, l'air devenait irrespirable. Max savait, au fond de lui, que ce brasier se propagerait vite, qu'ils allaient tous y passer si rien n'était fait. Il retourna voir Emma, toujours endormie dans la chambre voisine. Que faire? Tenter une nouvelle fois de sauver Rick et Linda, ou mettre Emma à l'abri tout de suite? Les secondes s'écoulaient. L'incendie s'étendait.
L'instinct de Max, nourri par son entraînement, réagit. Il fallait d'abord protéger la plus vulnérable. Emma n'avait aucune chance sans lui. Avec une délicatesse infinie, il attrapa le col de son pyjama, la souleva. Elle ouvrit à peine les yeux. Max, le plus bas possible, rampa dans le couloir en fumée. Le salon était déjà la proie des flammes, Rick inerte au sol, le feu gagnant son pantalon. L'issue de devant était bloquée. Max se dirigea alors vers la cuisine, vers la porte de derrière. Il y avait ce loquet qu'il avait appris à manipuler. Il posa doucement Emma, se redressa, actionna le loquet avec sa patte. L'air glacial s'engouffra, chassant un instant la fumée. Le chien reprit Emma et sortit dans la nuit glaciale de février. Le plus urgent maintenant était de mettre Emma assez loin du brasier. Il la déposa dans un coin du jardin, à l'abri du grillage, s'assura qu'elle pleurait, donc qu'elle respirait. Puis, époussé par son courage et sa formation, il retourna dans la caravane tenter de sauver les parents. La fumée était beaucoup trop dense à présent. Linda était inconsciente, impossible à traîner. Rick n'apparaissait même plus, le canapé en flammes, la structure commençait à craquer au plafond. Max s'approcha, mais la chaleur le brûlait aux pattes et au museau. Il dut battre en retraite, c'était fichu. Il ressortit pour retrouver Emma. Les flammes dévoraient déjà toutes les fenêtres, l'intérieur était un enfer. Entendant au loin des sirènes, Max comprit que les pompiers mettraient du temps à arriver jusqu'à ce coin reculé. Emma mourait de froid bien avant. Il devait l'éloigner, trouver de l'aide. La route la plus proche était à 1 kilomètre dans la forêt. C'est là que se trouvaient les voitures et les gens. Il la reprit délicatement, couvrant son corps frêle de son propre pelage autant que possible. Puis il s'engagea dans les bois, dans la neige, ignorant ses propres brûlures, la fumée qui l'épuisait, la douleur de la glace sur ses pattes. Chaque pas était un calvaire. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Cette petite vie dépendait de lui. Dans la forêt sombre, Max serrait Emma contre lui, sentant son corps se refroidir. Lui-même n'avait presque plus de force, le ventre vide, les poumons asphyxiés. Il avançait comme un automate, une simple volonté de sauver l'enfant le guidant. Quand il s'arrêta un moment près d'un tronc abattu pour la réchauffer, elle le toucha faiblement, ses petits doigts agrippant son poil comme un dernier lien avec la vie. Max lui donna un coup de langue apaisant dans l'espoir de la garder éveillée. 5 minutes, pas plus. Il fallait repartir, rejoindre la route. La pente était raide, la neige glissante, mais Max persévéra. Finalement, les faisceaux des phares apparurent. La voie rapide, 2 voies dans chaque sens, séparées par une rambarde. Peu de voitures à cette heure tardive, mais c'était l'unique chance. Max déposa Emma sur le bas-côté, la couvrit partiellement avec ce qui restait de la couverture, puis il se posta devant elle, dressé dans la lumière blafarde affrontant le flux des véhicules. Il attendit, en silence, retenant son souffle déjà douloureux. Qui s'arrêterait? Allait-il seulement le voir? Sarah Collins, elle lutta contre sa peur de conduire de nuit sur cette route maudite. Son père était malade, elle rentrait de l'hôpital. Plus jamais elle n'empruntait ce tronçon la nuit, depuis l'accident qui lui avait pris son mari et sa petite Lily. Pourtant, ce soir, elle n'avait pas eu le choix. Le destin peut-être. Ses mains agrippaient le volant, la radio éteinte, son esprit sur le fil du souvenir. Puis ses phares éclairèrent cette silhouette canine figée sur la bande d'arrêt d'urgence, avec un petit paquet juste à côté. Trop étrange, elle freina, s'immobilisa 30 mètres plus loin. Le cœur battant, elle composa presque le 911, puis se ravisa. Trop de questions, trop de temps. Qui était ce chien? Et ce bébé? Prudemment, elle sortit de la voiture, et là, « Vous avez besoin d'aide ?» Le chien se tourna, émit un grondement d'alerte. Elle leva les mains, s'agenouilla pour se montrer inoffensive. Doucement, elle expliqua vouloir aider. L'animal hésita, puis recula pour la laisser approcher. Sarah découvrit alors le visage glacé d'une fillette cachée sous une couverture sale. Sans réfléchir, elle prit le bébé contre elle, glissant sous son manteau. L'enfant était bleui par le froid, à peine consciente. « Venez, je vous emmène tous à l'hôpital. » Le chien exténué la suivit tant bien que mal, grimpant à l'arrière de la voiture. Sarah, la gorge serrée, accéléra vers Ridgeview Memorial, priant pour que ni l'un ni l'autre ne succombe avant l'arrivée. On connaît la suite. Emma a survécu, soignée pour hypothermie, brûlure superficielle et inhalation de fumée. Linda, retrouvée inconsciente, fut conduite ailleurs entre la vie et la mort. Rick mourut dans l'incendie.
Le chien, baptisé Max, luttait entre la vie et la mort chez un vétérinaire, saturé de fumée, brûlé aux pattes et au museau, squelettique de privation. Les médias s'enflammèrent pour ce chien héros qui avait porté un bébé à travers la neige pour fuir un enfer. Puis Sarah découvrit un fait bouleversant. Rick Hayes n'était autre que le chauffard qui avait tué son mari David et sa fille Lily 3 ans plus tôt. Cette découverte la laissa en état de choc. Pourtant, elle était désormais la protectrice d'Emma, l'enfant de ce même homme. Linda, elle, après avoir survécu, fut mise en cause pour négligence et abandon d'enfant. Emma fut placée en famille d'accueil chez Sarah. D'abord par obligation, puis par choix. Une relation étrange se noua. Sarah, qui avait perdu sa propre fille, s'attachait à ce bébé. Max, quant à lui, resta longtemps dans un état critique. Son pronostic vital était très réservé. Pourtant, quand Emma lui rendit visite à la clinique vétérinaire tenant à peine sur ses petites jambes, le chien parut se raccrocher à la vie. Il se remit lentement, gardant des séquelles, mais survivant. Linda, sobre, culpabilisée, voulut se racheter. Et peu à peu, une forme de famille se constitua autour d'Emma. Linda, cherchant la rédemption, Sarah, trouvant une raison d'avancer, et Max, héros au grand cœur. La leçon est simple. Parfois, quand tout semble perdu, un être sort de l'ombre pour nous tendre la patte. Max nous montre qu'il n'y a pas de barrière d'espèce quand l'amour et la loyauté sont en jeu. Vieillir, c'est comprendre que la vie ne se passe pas comme prévu, mais qu'il est toujours temps de se reconstruire, de tisser de nouveaux liens. Ce chien extraordinaire prouve que le dévouement pur peut tout surmonter. Merci d'avoir suivi ce récit. Abonnez-vous, laissez un pouce et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine. Sarah n'avait jamais voulu reprendre la route de nuit, surtout pas sur ce tronçon maudit, hanté par le souvenir des phares qui avaient surgi un soir pour balayer sa vie. Pourtant, le devoir familial l'avait appelée. Son père était malade et elle devait lui rendre visite. L'hôpital, l'inquiétude, les souvenirs, ses mains cramponnées au volant, elle maintenait une allure réduite, comme si le fait de rouler trop vite pouvait déclencher un nouveau drame. C'est précisément cette prudence et cette angoisse qui la poussèrent à remarquer cette forme insolite sur le bas-côté. Un chien? Un paquet? Son instinct d'enseignante prit le dessus. Elle s'arrêta, descendit en tremblant et découvrit l'impensable. Un chien grand comme un loup, blessé, amaigri, et dans sa gueule, un bébé. Sa première pensée fut la peur. Et si ce chien l'attaquait? Mais le regard de l'animal parlait d'autre chose, d'un appel à l'aide, d'un désespoir. Sans réfléchir, Sarah avait contacté les urgences, puis, dans un élan d'humanité, elle s'était avancée vers eux. Lorsqu'elle sentit le souffle à peine perceptible de la fillette, ses instincts maternels refoulés refirent surface, ravivant la tragédie de Lily. Et quand le berger allemand consentit à la laisser prendre la petite dans ses bras, elle comprit que ce chien accomplissait un acte inouï. Sauver cet enfant coûte que coûte. Arrivée à l'hôpital, Sarah confia précipitamment la fillette aux infirmières. Sous la lumière crue du service d'urgence, on vit l'étendue des dégâts. Hypothermie sévère, possible gelure, traces de fumée. Emma fut aussitôt prise en charge. Sarah hurla que quelqu'un vienne aussi en aide au chien, mais ce fut un médecin, le docteur Wilson, qui expliqua qu'il n'avait pas l'équipement pour soigner un animal. Il appela son frère, vétérinaire en ville, et leur dit de s'y rendre d'urgence. Sarah, déchirée, voulut d'abord rester près de la fillette, mais son regard se tourna vers le berger allemand qui, dans son véhicule, peinait à respirer. Les conséquences de l'inhalation de fumée, des brûlures et de la fatigue extrême. Finalement, elle prit sa voiture et fila vers la clinique vétérinaire, suppliant l'animal de tenir bon. Tout le long du trajet, elle conversait avec lui comme on parle à un proche en détresse. « Tiens bon, on y est presque ». Quand il toussait, elle sentait son propre cœur se serrer. À la clinique, le vétérinaire, un homme d'âge mûr qui ressemblait fort à son frère médecin, prit le chien en charge. « On va faire de notre mieux, mais c'est très grave. » Sarah passa la nuit là, incapable de s'en aller. Ses pensées tourbillonnaient. Qui était cet enfant? D'où venait-elle? Comment ce chien avait-il pu la retrouver et la transporter? À l'aube, le vétérinaire lui annonça que le pronostic restait sombre. Dégâts aux poumons, dénutrition avancée, brûlures sérieuses. Les prochains jours seraient décisifs. Pendant ce temps, Emma, hospitalisée, était stabilisée. On lui administra des fluides chauffés, on surveilla sa respiration, on soigna ses petites cloques de brûlure. Les journalistes ne tardèrent pas à flairer cette histoire. Un chien sauve un bébé d'un incendie.
Ce fut un raz-de-marée médiatique. Les caméras affluèrent, tout le monde voulait savoir l'identité de ce chien héros, l'état du bébé et si la mère avait survécu. La police, de son côté, découvrit rapidement qu'un incendie avait ravagé la vieille caravane dans Pinewood, causant un décès, celui de Rick Hayes, tandis que Linda Hayes était dans un état critique. Sarah, sous le choc, apprit bien vite que Linda était la mère d'Emma. Lorsque Linda reprit connaissance, on lui apprit que son bébé était en vie grâce à un chien. Face aux enquêteurs, elle dut admettre sa culpabilité. Oui, elle avait fui sans penser à Emma, paniquée, ivre. Le tribunal commença à instruire un dossier pour négligence et mise en danger d'un mineur. Emma, elle, se remettait lentement, choyée par le personnel soignant qui la trouvait incroyablement résistante. De nombreuses personnes proposèrent de l'adopter, émues par cette affaire. Mais ce fut Sarah qui obtint temporairement la garde via les services sociaux. Sans enfant, désireuse d'aider et surtout hantée par une tragédie similaire, elle semblait la candidate idéale. L'agent de service social, Carol Walker, remarqua combien Sarah s'impliquait déjà auprès de la petite. Malgré tout, Sarah découvrit un jour l'identité du père de l'enfant, Rick Hayes, le chauffeur ivre qui avait causé l'accident fatal 3 ans plus tôt, tuant David, le mari de Sarah, et Lily, sa fillette de 5 ans. Le choc fut immense. D'abord, elle se sentit bouleversée, presque répugnée de s'attacher à l'enfant de ce meurtrier. Puis, progressivement, elle réalisa que la petite Emma n'y était pour rien, qu'elle était innocente et qu'elle avait besoin d'amour. Cette prise de conscience fut le début d'une forme de pardon, ou du moins d'acceptation. Comme si la vie, dans un dernier sursaut d'ironie, l'avait mise sur la route de la fille de l'homme qui avait brisé la sienne. Quant à Max, le chien, il vivait ses propres batailles dans la clinique. Son état empirait, un moment on crut qu'il ne passerait pas la semaine. Mais une chose étonnante se produisit le jour où Emma fit le déplacement pour le voir, tenant à peine sur ses petites jambes, soutenue par Sarah et l'infirmière. Emma, depuis son lit, reconnut d'instinct ce compagnon canin. Elle tendit la main, murmura un son ressemblant à « Ma », et Max, contre toute attente, ouvrit les yeux. Les constantes médicales s'améliorèrent un tant soit peu. Le vétérinaire, surpris, parla d'un phénomène parfois observé, où le patient réagit à un stimulus affectif fort. En clair, la présence d'Emma semblait ranimer Max comme un sursaut de volonté de vivre. Sarah décida alors de revenir plusieurs fois avec la petite. À chaque séance, Max montrait de minuscules signes de progrès. Un souffle plus régulier, quelques gémissements, des battements de queue, les brûlures restaient graves, ses poumons meurtris, mais il s'accrochait. Sur les réseaux sociaux, la mobilisation pour le héros canin montait en flèche, récoltant des dons pour payer les frais vétérinaires. Il y eut même des chaînes de prière. Cette vague d'amour, combinée à la force indéniable de l'animal, arracha Max à la mort. Il garderait des cicatrices, une boiterie, mais il survivrait. C'est ainsi que Sarah adopta officiellement ce chien hors du commun. Elle aurait pu le céder à la police, car on découvrit sa vraie identité de chien de recherche, anciennement G-Star, avant un malheureux épisode d'avalanche. Mais après tous ces événements, nul ne doutait que sa place était aux côtés d'Emma. Il avait trouvé sa mission et elle ne faisait que commencer. Linda, de son côté, subit des soins intensifs. Son mari décédé, son bébé placé, elle se retrouva face à un gouffre. On lança une procédure pour lui retirer définitivement la garde. Dans un sursaut, elle décida de se battre. Désintoxication, thérapie, participation assidue à des réunions dans l'espoir qu'un jour, on lui laisse au moins voir sa fille. Au début, Sarah ne voulait pas la rencontrer. Trop de ressentiment, trop de peine. Elle la tenait pour responsable, tout comme Rick, de la mort de sa propre famille. Même si elle n'y était pour rien, c'était plus facile de la haïr. Mais Carol, l'assistante sociale, l'encouragea à faire preuve d'ouverture. Emma mérite de garder un lien avec sa mère, si celle-ci fait les efforts nécessaires. Petit à petit, Linda montra qu'elle essayait vraiment de s'en sortir. Quand elle put enfin se déplacer, on organisa une rencontre en milieu neutre. Les premiers échanges furent tendus. Linda pleura, s'excusant de tout. Sarah, la gorge nouée, finit par se dire que cette femme, brisée par l'alcool, avait peut-être des circonstances atténuantes. Après tout, Linda aussi avait perdu quelque chose, un mari, même si c'était un sale type, et presque son enfant. Un juge ordonna une mesure de garde partagée temporaire avec Sarah comme famille d'accueil principale. Linda aurait des visites encadrées, durant lesquelles elle devait prouver sa sobriété et ses capacités parentales. C'est ainsi qu'un fragile équilibre se mit en place.
Emma vivait majoritairement chez Sarah, avec Max en protecteur, mais elle voyait Linda régulièrement. Souvent, Max accompagnait Emma comme un ange gardien vérifiant si le climat chez Linda s'améliorait. Avec le temps, Linda se trouva un petit travail, se tint éloignée de l'alcool, suivit des formations de parentalité. Elle se redécouvrit un objectif, redevenir digne de sa fille. Sarah, elle, commença à guérir un peu de ses blessures. Elle parlait davantage de Lily sans s'effondrer. Et quand elle regardait Emma jouer avec Max, elle ressentait une forme de paix. Paradoxalement, c'était l'enfant de l'homme qui l'avait détruite qui la reconstruisait aujourd'hui. Un soir, alors qu'Emma venait d'avoir 1 an et commençait à baragouiner quelques mots, Linda et Sarah se retrouvèrent dans la cuisine de cette dernière, prenant un café pendant que Max surveillait la petite. Elles discutèrent de l'avenir d'Emma, de son éducation, de comment gérer au mieux cette situation atypique. Linda confessa avoir encore des cauchemars, se voyant abandonner sa fille dans les flammes. Sarah, émue, posa une main sur la sienne, se disant qu'il était temps de transformer la rancune en pitié, ou plutôt en compassion. Au tribunal, on reconnut finalement les efforts de Linda. Le juge, sensible à l'importance du lien mère-enfant, proposa un plan progressif pour lui rendre la garde sous réserve qu'elle maintienne sa sobriété, qu'elle conserve un logement stable et qu'elle prouve sa capacité à prendre soin de sa fille. Étonnamment, cette idée plut aussi à Sarah qui craignait de faire perdre à Emma ses racines biologiques. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces 2 femmes blessées trouvèrent, dans la proximité géographique et la collaboration, un mode de fonctionnement capable de préserver le bien-être de la fillette. Linda emménagea dans le même immeuble que Sarah, mais quelques étages plus bas, ce qui autorisait des visites quotidiennes. Emma passa alors une partie de la journée avec Linda et le soir, Sarah prenait le relais quand Linda assistait à ses réunions de suivi ou travaillait tard. Max, lui, ne cessait d'arpenter les couloirs pour accompagner Emma, comme s'il avait choisi de se partager équitablement entre ces 2 foyers. L'image de ce grand berger allemand allant et venant d'un appartement à l'autre devint vite familière pour les voisins, qui saluaient sa loyauté inébranlable. La fillette qui venait de fêter son premier anniversaire grandissait dans cet équilibre atypique. Chaque jour, elle articulait de nouveaux sons, explorait les moindres recoins de son univers. Peu à peu, elle commença à associer Linda au mot « maman », tout comme elle réclamait Sarah quand elle avait besoin de réconfort. D'aucuns y voyaient une confusion, mais en réalité, Emma développait juste un sentiment de confiance vis-à-vis de 2 figures maternelles. L'important restait qu'elle se sente en sécurité et aimée, malgré le lourd passé qui s'accrochait à sa courte histoire. De son côté, Linda avançait sur le chemin de la rédemption. Soutenue par des groupes de parole, elle faisait de réels progrès. Elle travailla désormais à mi-temps dans un petit salon de coiffure, au départ pour balayer et servir les clientes, avant d'apprendre quelques bases de coiffure. À force de patience et d'humilité, elle gagnait le respect de son employeuse, une femme au franc-parler qui n'avait pas l'habitude d'épargner les gens. Au début, Linda encaissait des remarques acerbes. « Je te préviens, si je te surprends la moindre fois avec une goutte d'alcool, tu dégages. » Mais, semaine après semaine, Linda prouva qu'elle se reprenait vraiment en main. Cette reconstruction n'effaçait toutefois pas le fardeau de la culpabilité. Quand elle posait les yeux sur Emma, la jeune mère repensait à la nuit de l'incendie et à son propre geste. Sortir par la fenêtre en laissant son enfant derrière elle. Elle savait qu'aucune excuse ne pouvait justifier un tel acte. Pourtant, elle retrouvait un peu d'espoir à l'idée qu'Emma, encore si jeune, ne garderait peut-être pas de souvenirs conscients de cette époque sombre. Linda apprit aussi à parler plus ouvertement de son vécu avec le psy que lui recommandèrent les services sociaux. Elle découvrit que la honte et le ressentiment accumulés sur des années l'avaient poussée à boire et que son salut dépendait d'une sincère remise en question. Pour la première fois, elle affrontait son passé au lieu de l'enfouir sous l'alcool. Pendant ce temps, Sarah poursuivait sa propre trajectoire. Elle avait accepté de prolonger son congé partiel à l'école, préférant se rendre disponible pour Emma. Leur lien se renforçait de jour en jour. Cela ne faisait pas disparaître la peine causée par la mort de David et de Lily, mais cela lui offrait un nouveau sens à son existence. Souvent, quand Emma s'endormait dans ses bras, Sarah ressentait un mélange d'émotions et de nostalgie. Elle songeait à Lily, décédée à 5 ans, et se demandait si elle avait le droit de recommencer à sourire auprès d'une autre enfant. Il lui fallut des mois pour accepter qu'aimer Emma ne signifiait pas trahir le souvenir de Lily, mais honorer la vie qui continue. Lorsqu'elle croisait Linda dans le hall, les échanges se firent moins tendus.
Il leur arrivait même de planifier ensemble les repas d'Emma ou de partager des anecdotes sur ses progrès. Les premières fois, Sarah restait sur la réserve, encore habitée par la mémoire du chauffard ivre qui avait percuté sa voiture, cet homme qui se révélait être le père d'Emma. Mais Linda ignorait le rôle exact de Rick dans la tragédie de Sarah. Personne n'avait cru bon de le lui préciser, craignant qu'elle ne sombre à nouveau. Pour Sarah, c'était un dilemme. Devait-elle tout dévoiler au risque d'ébranler Linda ou garder ce fardeau en silence? Jusqu'à présent, elle optait pour le silence, pensant que cela n'apporterait rien de positif à l'enfant. Max, lui, était l'élément neutre de cette situation complexe, un médiateur silencieux. Dès qu'Emma se réveillait dans un appartement, il pressentait quand elle avait besoin d'être sortie ou quand elle s'agitait. Il se montrait d'une douceur infinie, acceptant d'être coiffé par la fillette qui lui posait des barrettes dans le plage ou tirait ses moustaches. Parfois, il s'installait juste devant la porte, comme pour indiquer qu'il était temps de changer d'air et d'aller jouer dans le couloir. Les voisins, amusés, observaient cette étrange cofamille. Deux femmes que tout opposait, un bébé joyeux et un berger allemand marqué par des cicatrices. La convalescence physique de Max progressait, mais il gardait une certaine raideur à la patte arrière gauche, conséquence des brûlures et des efforts extrêmes de cette nuit fatidique. Son vétérinaire, le frère du docteur Wilson, demeurait attentif à son évolution. Il expliquait à Sarah que Max pourrait bénéficier de petites séances de rééducation. Marche lente, exercice d'équilibre. Sarah s'y plia volontiers, emmenant parfois le chien le long du lac Ridgeview au lever du soleil, quand l'air était frais et les chemins encore calmes. Ils avançaient côte à côte, Max boitant légèrement, Sarah lui parlant d'un ton apaisant, comme si elle savait qu'il comprenait chaque mot. Dans ce quotidien, Carol Walker, l'assistante sociale, veillait en coulisses. Tous les 15 jours, elle passait vérifier les progrès de Linda, l'état d'Emma et l'ambiance générale. Ces rapports faisaient état de véritables avancées. Elle notait « La mère biologique fait montre d'une sobriété durable et d'une sincère implication auprès de l'enfant. La référente, Sarah, coopère et facilite la transition progressive. On constate une stabilisation encourageante. Cependant, Carol restait lucide sur la fragilité de cette dynamique. Elle connaissait la force destructrice des rechutes. Un simple événement pouvait tout faire dérailler et Linda en avait conscience. Pour éviter l'isolement, Linda se rapprocha d'une petite église de quartier. Elle y rencontra des gens de tous âges, certains engagés dans la lutte contre l'addiction, d'autres simplement désireux de briser la solitude. Parfois, elle y emmenait Emma et des bénévoles lui proposaient des vêtements d'enfants, des livres d'occasion. C'était une manière d'avancer pas à pas, de tisser un filet de soutien social. De son côté, Sarah aimait la discrétion. Elle évitait encore les grandes mondanités et préférait se consacrer à Emma et à ses propres parents qu'elle visitait régulièrement. Elle leur avait raconté dans les grandes lignes comment la petite fille était entrée dans sa vie sans révéler toute la vérité sur Rick. Elle savait que son père malade n'avait pas besoin d'un stress supplémentaire. Un jour, pourtant, Linda tomba sur une vieille coupure de presse concernant l'accident de voiture qui avait coûté la vie à David et Lily. Elle ne comprit pas immédiatement le lien, mais reconnut le nom de Rick Hayes, dans l'article mentionné comme responsable. Elle resta figée devant cette page jaunie, la gorge serrée. Le monde sembla s'effondrer lorsqu'elle réalisa que l'homme qu'elle avait épousé et qu'elle avait cru connaître avait causé la mort de la famille de Sarah. Submergée par la honte et la terreur, elle ne sut pas comment aborder la question. Sarah est-elle au courant que Rick est le chauffard? M'en a-t-elle voulu tout ce temps? Dans un état de panique, Linda se rendit à la porte de Sarah, l'article à la main. Elle frappait, le cœur battant, se demandant si cette révélation n'allait pas tout briser. Sarah ouvrit et vit la feuille de journal trembler entre les doigts de Linda. Un long silence tomba avant que Linda ne lâche. C'est lui, n'est-ce pas? Mon mari, c'est celui qui a tué. Sarah, sentant sa propre douleur remonter, se contenta d'hocher la tête, des larmes aux yeux. Oui, c'était Rick. Linda se mit à sangloter, terrifiée à l'idée que Sarah exigerait peut-être la fin de leurs arrangements, qu'elle lui enlèverait Emma. Mais la réaction de Sarah fut plus nuancée. Elle avait déjà fait un travail de deuil partiel. Elle connaissait la vérité depuis longtemps. « Je ne savais pas comment te le dire », expliqua Sarah, la voix serrée. « Ça n'aurait pas ramené ma fille et mon mari. Et Emma n'y est pour rien. Je ne voulais pas te punir pour les actes de Rick. » Linda, dévastée, tentait de balbutier des excuses, comme si l'horreur du drame lui sautait au visage. Sarah finit par la prendre doucement dans ses bras, murmurant « On fait au mieux toutes les deux pour Emma. »
Elles pleurèrent ensemble sur le pas de la porte, laissant enfin tomber ce tabou douloureux. Ironiquement, cette vérité mise à nu les rapprocha encore un peu plus, car elles purent aborder la question du pardon et de la culpabilité de façon franche. Pour Emma, cette période fut marquée par un climat émotionnel chargé. La fillette, du haut de ses 13 ou 14 mois, percevait sans doute la tension dans l'air. Mais elle continuait à s'épanouir, soutenue par l'amour de deux mères et d'un chien dévoué. Sarah s'efforçait de préserver la routine rassurante. Lever, petit déjeuner, activités ludiques, sieste, promenade. Max, inlassablement, la suivait partout. Chaque progrès d'Emma, dire un mot nouveau, reconnaître une couleur, réussir à empiler des cubes, était applaudi par les deux femmes. Malgré la tristesse sous-jacente, une forme de joie simple existait dans leur vie quotidienne. Au fil des semaines, Linda cessa de s'effondrer en évoquant Rick. Elle comprenait mieux pourquoi Sarah avait tant de douleur au fond des yeux. Pourquoi elle avait semblé si distante au début. Linda, de son côté, assuma encore plus son rôle, comme si elle devait se racheter non seulement vis-à-vis d'Emma, mais aussi de Sarah, victime collatérale du comportement irresponsable de Rick. Elle suivit une thérapie familiale proposée par l'Église et s'engagea à suivre des cours du soir pour décrocher un diplôme plus valorisant que ses anciens petits boulots. Sarah, elle, se sentit plus légère d'avoir enfin partagé ce secret. Bien qu'elle souffrît encore de l'absence de Lily et David, elle entrevoyait la possibilité d'une vie où, sans oublier le passé, elle se permettait d'éprouver à nouveau du bonheur. Emma faisait briller une lueur de tendresse dans ses journées. Ses parents, au courant des grandes lignes, se réjouissaient de voir Sarah consacrer son énergie à une enfant en bas âge, même si la configuration restait étrange à leurs yeux. Les rapports de Carol Walker se firent de plus en plus positifs. On approchait l'échéance de la nouvelle audience au tribunal où il serait décidé si Linda pouvait récupérer la garde pleine et entière. Certains plaidaient pour une réunification rapide, d'autres estimaient que la prudence restait de mise. Sarah, quant à elle, était partagée. Elle comprenait qu'Emma avait besoin de sa mère, mais elle redoutait de se retrouver brusquement privée de la petite à laquelle elle s'était profondément attachée. Linda, de son côté, ne voulait pas non plus couper Emma de Sarah, car elle savait combien la fillette avait grandi dans cette double présence. Le juge en personne se montra étonné lorsque, le jour de l'audience, Linda et Sarah présentèrent un projet commun, une garde partagée à long terme, où Linda serait la titulaire légale, mais où Sarah garderait un droit de visite élargi, presque un système de coparentalité. « Nous voulons faire ce qu'il y a de mieux pour Emma », expliqua Linda devant la cour, la voix émue mais ferme. « Et ce qu'il y a de mieux, c'est de ne pas briser ce lien que ma fille a avec Sarah. » Sarah acquiesça, confirmant qu'elle ne souhaitait pas se substituer à la mère biologique, mais simplement poursuivre ce rôle affectif et éducatif amorcé depuis l'incendie. Le juge examina le dossier, lut les comptes rendus élogieux de l'assistante sociale, nota la sobriété avérée de Linda et constata la stabilité du foyer de Sarah. Finalement, il valida l'arrangement tout en gardant une phase de contrôle de 6 mois, histoire de s'assurer que tout se déroule sans incident majeur. C'était une première dans ce comté, une forme de garde partagée non conventionnelle, fruit d'une histoire tout à fait hors norme. Avec la décision du juge, la tension diminua. Linda n'avait plus à craindre de perdre définitivement Emma, et Sarah comprit qu'elle ne serait pas exclue de la vie de la fillette. Le soir même, elles fêtèrent la nouvelle autour d'un repas improvisé chez Sarah. Emma, jouant au sol avec Max, sous l'œil attendri de Linda et Sarah. Le chien, allongé près d'elle, battait doucement de la queue comme pour signifier son contentement. C'était l'image d'une forme de famille recomposée, certes improbable, mais unie par un drame commun et un amour sincère pour cette petite fille. Les mois qui suivirent concrétisèrent cette paix naissante. Linda, confortée dans son rôle de mère, poursuivit sa formation. Sarah retrouva un mi-temps à l'école primaire du coin, confiante dans le fait qu'Emma était en de bonnes mains une partie de la journée, tout en gardant un œil régulièrement. Parfois, elle se retrouvait le week-end pour aller marcher près du lac, Max tenant fièrement sa place de protecteur. Emma, grandissant, réclama même une poussette spéciale pour amener Max en promenade, inversant presque les rôles. Peu à peu, la presse délaissa leur histoire, remplacée par d'autres sujets. Mais dans la mémoire de la petite communauté, Max conserva son titre de chien héros. Certains voulurent ériger une statue ou organiser une collecte en son honneur, mais Sarah et Linda refusèrent d'attirer encore de l'attention médiatique. Elles privilégiaient le calme et la stabilité retrouvée.
Reste que, dans la rue, on reconnaissait parfois le berger allemand boitillant et on murmurait « C'est le chien qui a sauvé le bébé, tu te souviens ?» On voyait dans son regard une noblesse difficile à décrire, comme s'il demeurait conscient de la grandeur du geste accompli. À la maison, on rangea peu à peu les affaires de bébé, car Emma s'approchait de ses 2 ans. Les boires au biberon firent place à des petites assiettes colorées où elle apprit à manger toute seule. Les bodys trop petits cédèrent la place à des tenues plus grandes. Autant de détails, de menus progrès, mais qui, pour Linda et Sarah, résonnaient comme de vraies victoires. Emma n'était plus cet enfant en danger, victime de la négligence parentale et d'un incendie. Elle était désormais une petite fille rieuse, entourée de 2 mères aimantes et d'un chien aux allures de chevalier servant. Bien sûr, la vie ne fut pas exempte de conflits ou de moments de doute. Linda traversa parfois des phases de découragement, quand elle peinait à conjuguer travail, cours du soir et maternité. Sarah, elle, connaissait encore des instants de tristesse en pensant à la famille qu'elle avait perdue. Ces difficultés, au lieu de les séparer, les poussèrent à communiquer davantage. Il arrivait que Linda demande conseil à Sarah pour l'éducation d'Emma, ou que Sarah partage sa douleur un soir où les souvenirs de Lily la hantaient. Max, comme toujours, semblait ressentir ses émotions, se plaçant près de la personne la plus vulnérable et offrant un réconfort silencieux. Un dimanche, Linda invita Sarah et Emma dans sa nouvelle église pour une petite célébration de solidarité. On y rendit discrètement hommage à tous ceux qui, comme Linda, luttaient contre l'addiction. On y évoqua la nécessité de pardonner et de se pardonner. Sarah, pas particulièrement croyante, fut néanmoins touchée par l'authenticité qui se dégageait de ces gens. Ce jour-là, en sortant, Linda et Sarah se regardèrent et comprirent qu'elles avaient franchi un cap. Elles n'étaient plus 2 inconnues contraintes de cohabiter pour le bien d'Emma, mais devenues, d'une certaine manière, partenaires dans la reconstruction de leurs vies respectives. Carol Walker rendit un dernier rapport après 6 mois, concluant « La situation de la famille Hayes Collins est stable. L'enfant Emma bénéficie d'un environnement aimant et sécurisé. La mère biologique, Linda, a prouvé son sérieux. La tutrice, Sarah, joue un rôle quasi parental et entretient une relation saine avec la mère. L'arrangement, bien que non conventionnel, se révèle bénéfique. Le juge valida définitivement la garde partagée, levant les mesures de contrôle. C'est ainsi qu'Emma, à l'âge de 4 ans, possédait déjà des souvenirs heureux de sa petite enfance, des images de promenades au bord du lac, de séances de coloriage chez Sarah, de fous rires en voyant Max tenter d'attraper une balle malgré sa patte endolorie. Son vocabulaire s'enrichissait. Elle parlait souvent de ses 2 mamans et de son toutou magique qui la protégeait des cauchemars. Les gens qui ne connaissaient pas leur histoire pouvaient difficilement imaginer la toile de fond tragique qui avait scellé leur destin. Lorsque parfois Sarah songeait à David et Lily, elle se surprenait à prier intérieurement « J'espère que vous voyez combien Emma apporte de la vie autour d'elle. » Elle se demandait aussi si d'une certaine façon c'était un signe. Rick avait détruit sa famille, mais laissait derrière lui une enfant qui redonnait un sens à la sienne. Paradoxe douloureux, certes, mais devenu source de renaissance. Quant à Linda, elle admettait sans phare qu'elle devait la vie à Max et à Sarah, ces 2 sauveurs inattendus. Sans eux, elle aurait probablement replongé dans l'alcool, finissant tragiquement comme Rick. Max, le grand berger allemand, prenait désormais des allures de patriarche bienveillant. Son museau se grisonnait, ses foulées se faisaient plus lentes, mais son regard gardait cette intensité, la certitude qu'il accomplissait chaque jour sa mission de protecteur. S'il dormait plus longtemps, c'était parce qu'il avait passé des années à veiller sur Emma, à se réveiller au moindre bruit pour vérifier qu'elle était en sécurité. Il avait gagné, aux yeux de tous, le droit à une paisible retraite. Pourtant, chaque matin, quand Linda ou Sarah ouvraient la porte, il était là, prêt à accompagner Emma dans ses explorations quotidiennes, prêt à monter la garde si l'une des 2 femmes flanchait. Finalement, on put dire que cette histoire, née d'une nuit d'horreur, s'était transformée en fable d'amour et de solidarité. Les épreuves avaient forgé une alliance inattendue, celle de 2 femmes et d'un enfant, resserrés autour du courage d'un chien. De plus, elle montrait que la rédemption était possible pour Linda et que le deuil, bien que jamais entièrement guéri, pouvait s'alléger pour Sarah. On y voyait également l'importance de la justice quand elle sait s'adapter. Le juge n'avait pas infligé une séparation brutale, mais avait permis aux protagonistes de construire un arrangement sur mesure. Et surtout, on y redécouvrait la puissance de l'instinct canin, lequel avait transcendé la souffrance et l'abandon pour sauver une vie. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans ce quartier,
Vous verrez peut-être une petite fille courir après un chien au pelage marqué, hurlant de joie, tandis qu'une femme sourit depuis la fenêtre d'en face, et qu'une autre, l'air serein, sort de l'immeuble pour aller les rejoindre. Car dans le fond, la famille est souvent une affaire de cœur plus que de lien de sang, et il n'est jamais trop tard pour changer son destin.